Social selling. C'est très rare les marques qui arrivent à fonctionner, à avoir des résultats en fonctionnant que par campagne très courte, ou alors il faut enchaîner les campagnes tout le temps. Mais vous pouvez pas prendre la parole un mois intensivement, plus vous pointez pendant 2 mois et demi, reprendre la parole un mois intensivement, et ça fonctionnera beaucoup mieux si vous êtes régulier toute l'année, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je vais commencer cet épisode avec une phrase qui est « l'organique est mort ». Et c'est une phrase qu'on a entendue à maintes reprises ces dernières années dans la sphère publicitaire numérique et pourtant j'ai un doute. J'ai un doute parce qu'il existe des agences qui ne font que des campagnes organiques sur les réseaux sociaux, comme J7 ne fait par exemple que des campagnes Facebook Ads. Parmi ces agences, il y en a une que je suis depuis longtemps via son propre podcast, le Super Daily, c'est l'agence Supernatif. Et aujourd'hui, j'en reçois l'un des membres, Adjan Chelil. Comment ça va, Adjan ? Ça va toi ? Tu vas bien ? Écoute, ça va très très bien. Merci de me recevoir d'ailleurs. Ouais, parce que on est chez nous, là, on est dans le studio du Super Daily. Et je dois avouer que c'est particulièrement sympa d'être dans une atmosphère de podcast vraiment haut de gamme. C'est très sympa, c'est mieux que mon salon. Voilà, comme ça c'est dur. Eh ben, bienvenue. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Adjan, du coup, anime le podcast quotidien, le Super Daily, qui décrypte les nouvelles tendances des réseaux sociaux, très pratiques, et qui approche du 1000e épisode, c'est ça ? C'est ça, on va faire le 1000e épisode le 7 septembre dans notre Social Base Camp. On va inviter un peu les plus fervents auditeurs et puis quelques copains qui nous ont accompagnés durant ces 1000 premiers épisodes. Et un podcast qui a bien grandi en 5 ans. 1000 épisodes, et puis c'est quotidien, tu me dis. Ouais, c'est quotidien. On fait ça tous les matins à 9h quand on arrive au bureau. On enregistre un épisode. Je fais ça avec 2 autres de mes collègues, Camille et Thibaut. Thibaut qui est le directeur de l'agence qui a fondé Supernatif il y a un peu plus de 5 ans maintenant, 5 ans et demi. Ouais. Et donc, comme on en parlait un petit peu en off avant cet enregistrement de podcast, c'est déjà venu répondre à une problématique qu'on rencontrait et que toutes les personnes qui bossent dans le social media aujourd'hui rencontrent, c'est qu'on est dans un milieu qui évolue extrêmement vite avec des plateformes qui évoluent extrêmement vite. On va en parler aujourd'hui notamment. Et donc, on s'est dit, pour arriver à faire notre veille quotidienne, pour s'imposer une veille quotidienne, faisons un podcast tous les jours. Et comme ça, on est obligé de traiter un sujet tous les jours, une tendance tous les jours, une nouveauté algorithmique tous les jours. Et on l'a d'abord fait pour nous être au niveau et garder cette expertise social media, garder notre expertise métier. Et en fait, on s'est rendu compte en le faisant qu'il y avait plein d'autres personnes qui étaient intéressées par avoir cette veille quotidienne et qui se sont mis à l'écouter. Et aujourd'hui, on est hyper fiers d'arriver à 1000 épisodes et de dépasser les 3 millions d'écoutes sur le podcast. Il y a de quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience dans le domaine et de Supernatif, en l'occurrence, avant qu'on commence vraiment les questions ? Alors moi, à titre personnel, j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc j'ai fait sciences politiques à la fac et j'ai travaillé plutôt dans le journalisme avant. D'accord. Et ensuite, je suis revenu vers la communication et vers le social media, notamment parce que je connaissais très bien Thibaut, qui est le fondateur de l'agence. Ouais. On se connaissait avant qu'il fonde cette agence. Donc quand il a fondé l'agence Supernatif avec Rémi, ils sont venus me voir pour me dire, écoute, on sait ce que tu faisais avant, sans quoi tu as bossé, et on pense que tu peux nous apporter des choses. Donc si ça te tente de faire partie de l'aventure, let's go. Et on écoutait beaucoup de podcasts à l'époque aussi, donc c'est de là d'où est venue l'idée du Super Daily et de faire un podcast. Et on a eu le sentiment à l'époque, ce qui nous donnait peut-être un petit temps d'avance chez Supernatif, c'était que tous les clients, les utilisateurs commençaient à dévier des blogs de l'époque ou des sites internet pour aller tous sur des plateformes de social media. Et on s'est dit, en fait, si les marques, elles veulent parler à leurs clients, elles veulent parler à leur communauté, elles veulent tisser du lien avec eux, en fait, il faut arrêter de demander aux clients de venir chez soi. Il faut arrêter de demander tout le temps à tout le monde de venir sur son site, de venir sur son blog, de venir dans quelque chose qui est en nom propre. Il faut aller là où ils sont, tout simplement. Et là où ils sont, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de lancer Supernatif et de démarrer cette aventure, quoi. Et d'arriver jusqu'à 1000 épisodes. Et d'arriver jusqu'à 1000 épisodes aujourd'hui dans le Super Daily. Alors, pour ceux qui nous écoutent, cet épisode va être un peu particulier. On va s'éloigner de Facebook Ads pur et parler d'organique, mais toujours autour de Facebook et Instagram. Aussi, vous connaissez le podcast. Je cherche toujours à avoir des informations que vous pouvez vraiment prendre et appliquer à vos propres comptes. Voici les grands sujets qu'on va couvrir dans cet épisode. L'évolution de l'organique sur Insta et Facebook, la veille des médias sociaux, l'établissement d'une campagne organique et son suivi, et pour finir, des études de cas
et des conseils tout au long de l'épisode. Donc, comme je l'ai présenté au début de l'épisode, on a souvent entendu que l'organique était mort sur Facebook et Insta. Qu'en est-il ? Quelle a été l'évolution de la portée organique sur ces plateformes dans les 5 dernières années ? C'est la grande question, c'est la grande chimère. Dis-moi. L'organique est mort, l'organique est mort. Non, l'organique est globalement en baisse, ça c'est sûr. En fait, je pense qu'on a surtout un processus qui s'est passé sur les plateformes de méta qui est assez clair. C'est que, comme souvent, c'est le modèle un peu que Mark Zuckerberg a mis en place sur Facebook. Au début, on a un réseau social qui est complètement gratuit, où il y a une énorme portée organique pour les marques qui s'y installent et les nouvelles pages entreprises professionnelles qui s'y installent. Et puis au bout d'un moment, forcément, la plateforme et Mark Zuckerberg, il faut qu'ils équilibrent leur business plan et il faut qu'ils aient des revenus d'argent. Donc ils utilisent les ads. Et donc pour pouvoir vendre de l'espace publicitaire à des marques, si vous avez déjà une portée organique qui est immense, vous allez vous dire pourquoi j'utiliserais des ads si en portée organique je fais déjà des scores incroyables. Donc petit à petit la portée organique baisse et pour avoir plus de visibilité, il faut que vous dépensiez du budget publicitaire. Ça c'est un peu basique. Et puis il y a un autre effet moi que je vois sur ces plateformes là, c'est un espèce d'effet de saturation. C'est-à-dire que quand vous avez une nouvelle plateforme qui arrive, il y a énormément de monde qui vient s'inscrire dessus et il y a encore peu de créateurs de contenu qui sortent du lot. Et en fait, ça fait un effet où au début, on peut avoir des énormes portées, beaucoup de viralité, beaucoup de visibilité. Et puis, petit à petit, il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent aussi à créer du contenu sur la plateforme en même temps que vous. Et forcément, petit à petit, vous êtes de moins en moins vus parce que vous êtes de plus en plus noyés au milieu de tout le reste des contenus qui sont créés. Donc, on le voit très bien avec la dernière plateforme un peu sociale qui monte depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est TikTok. Et sur TikTok, il y a encore jusqu'à aujourd'hui des très belles possibilités de viralité, de recrutement d'abonnés de manière organique, justement. On sait que là maintenant il y a la plateforme de ads TikTok qui est bien en place, qui commence à prendre place et à être efficace. On sait aussi que la portée organique sur TikTok va elle aussi commencer petit à petit à baisser parce qu'il y aura de plus en plus de créateurs de contenu et qu'il faudra passer par du ads pour arriver à avoir les mêmes chiffres qu'au départ. Et il y a une autre application qui vient de faire son entrée entre-temps, qui est dans cette même situation, mais dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard. Je pense que c'est Threads, en l'occurrence, qui a été lancé par Meta. Et il me semble que Mark Zuckerberg expliquait qu'il voulait attendre peut-être le milliard d'utilisateurs avant de commencer à lancer des ads. Ouais, on va voir. Là-dessus, c'est assez intéressant parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti en Europe par rapport à cette plateforme-là. C'est pas encore disponible ici. Donc, ils sont en train de faire beaucoup de tests ailleurs. On a eu un gros effet de mode au début où il y a eu beaucoup d'utilisateurs qui se sont inscrits et ça a été une vraie réussite. Et puis, en fait, petit à petit, là, ils sont en train quand même de se rendre compte qu'il y a de moins en moins d'utilisateurs mensuels. Je crois que ça a été divisé par 4 sur l'été, là, les utilisateurs mensuels, si je dis pas de bêtises. Donc, on se rend compte qu'à l'effet de mode passé, il y a quand même une baisse des utilisateurs mensuels dessus. Donc, va falloir voir dans les prochains mois comment ça évolue. Puis quand ils ouvrent à l'Europe, à quel point les Européens saisissent de cette nouvelle plateforme pour quitter potentiellement X/Twitter, bien sûr, qui existe encore. Et puis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va s'amuser à utiliser les deux en parallèle puisque c'est quand même très similaire, quoi. Je pense qu'il y a aussi cette question de qu'est-ce qu'on en fait de cette application par rapport aux autres applications, même par rapport à Instagram. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Est-ce que vous observez aussi, je reviens sur les changements d'algorithme, est-ce que vous observez une régularité dans les changements sur ces deux plateformes, parce que c'est littéralement ça qui donne le ton sur vos performances, si je me trompe pas. En fait, les changements d'algorithme, c'est intéressant à suivre parce que alors, il y en a très régulièrement. C'est plusieurs fois dans l'année qu'il y a des choses qui changent dans l'algorithme, parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent, à chaque fois qu'il y a des changements dans l'interface, ça influe aussi sur la manière dont l'algorithme fonctionne. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose dont il faut être au courant. Pour moi, l'algorithme, c'est pas ça qui va faire seulement ta performance en organique, mais c'est primordial. C'est important que tu le saches pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu respectes pas l'algorithme, tu vas pas faire fonctionner du contenu. Tu nages à contre-courant. Exactement, c'est ça. Par contre, si tu suis super bien l'algorithme, mais que tu crées du contenu complètement nul qui intéresse personne,
ça va pas non plus cartonner. Donc, il faut quand même se concentrer sur qu'est-ce que tu veux raconter, c'est quoi ton contenu, c'est quoi ce que tu veux dire. Mais il faut qu'à côté de ça, tu sois en connaissance de cause de comment fonctionne l'algorithme, quels sont les formats qui fonctionnent actuellement, qui sont le plus diffusés sur la plateforme, quel format sert quel objectif. On peut prendre le cas d'Instagram, par exemple. Le format Reel, c'est un superbe format de viralité et de visibilité. De découvrabilité même, Exactement. Donc, du coup, ça veut dire que si tu as envie de raconter quelque chose à des gens qui sortent de ta base de fans, de tes clients vraiment fidèles, que tu veux faire passer un message plus large, oui, tu peux utiliser le format Reels. Par contre, si tu veux faire passer un message qui est très communautaire, qui est très pour tes premiers clients, là, tu vas peut-être plutôt utiliser le format Story, qui va être plus communautaire, où il n'y a que tes abonnés qui vont le suivre et qui vont beaucoup le consommer pour le coup. Donc, en fait, ça, c'est des choses à savoir dans l'algorithme qui te permettent justement d'adapter ton propos et ton contenu en fonction des objectifs que tu veux y fixer. Les premiers conseils commencent à tomber, ça me va. Comment est-ce que vous percevez l'évolution des apps de Meta? Donc, je répète, Insta, WhatsApp, Facebook. Alors là, il y a 13, mais c'est encore très tôt. On sait que c'est les champions du mimétisme et c'est ce qui fonctionne un peu, j'ai l'impression. Ouais, alors c'est assez intéressant. Bon, je vais laisser un peu Facebook de côté, qui est le vieux mastodonte et qui est toujours pas mort. Attention, hein, on dit souvent qu'il est mort, mais en fait, tout dépend des cibles que vous voulez aller viser. Les cibles les plus jeunes sont moins actives sur cette plateforme, mais ça reste la première plateforme en France et de loin. Ce qui est intéressant, je pense, dans les plateformes de Meta qui font du mimétisme, comme tu dis, c'est surtout Instagram, on en a parlé déjà dans le Super Daily quelques fois cette année, mais qui est un carrefour de sa vie, en fait, Instagram, cette plateforme-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mimétisme qui a été fait de TikTok, parce que TikTok est arrivé, a cassé la baraque, tout le monde a commencé à vouloir aller consommer du contenu plutôt sur TikTok et à passer plus de temps sur TikTok que sur Instagram. Ça fait du mal un petit peu à la plateforme Instagram quand même. Et Instagram s'est dit, bon, bah, là, le fameux algorithme TikTok de consommation de vidéos qui garde des gens 1 heure sur l'appli, il faut qu'on arrive à le répliquer. Mais Instagram n'a pas été fondé sur la même promesse que TikTok. C'est-à-dire que TikTok, pour moi, c'est plutôt une plateforme de divertissement vidéo avec du social à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez commenter, vous pouvez partager, et ils en rajoutent de plus en plus. Mais ils sont fondés sur un algorithme qui est de la découvrabilité de vidéos et du divertissement. Et puis le social est venu se rajouter par-dessus petit à petit. Quand Instagram, la promesse de Mark Zuckerberg, d'Adam Mosseri, qui sont les boss de Instagram, de Facebook, c'est rapprochez-vous des gens que vous aimez. C'est ça la promesse de base. La promesse de base, c'est pas consommer du contenu vidéo qui va vous faire délirer. La promesse de base, c'est pour l'utilisateur lambda, c'est inscris-toi sur Instagram et tous les gens qui sont pas géographiquement vers toi, tu seras plus proche d'eux parce que tu pourras communiquer avec eux, leur envoyer tes photos, leur montrer ta vie, ils te montreront leur vie. Et c'est ça le premier objectif. Donc c'est quand même. Mais comme l'était Facebook d'ailleurs à la base. Exactement. Mais du coup, c'est quand même deux promesses différentes entre Meta et TikTok. Mais Instagram, en voulant mimer TikTok, je fais quand même une grosse déviation dans la promesse de base. Parce que si aujourd'hui, dans votre feed Instagram, vous tombez sur quasiment que des comptes que vous suivez pas et dont vous découvrez le contenu, vous n'êtes plus du tout en train de vous rapprocher de vos amis qui sont à l'autre bout du monde et qui publient des photos. Parce que leurs photos dans leur feed n'apparaissent plus du tout aussi régulièrement que ça pouvait être le cas avant. Donc, il y a un changement de promesse et Instagram, pour moi, dans l'évolution d'Instagram, c'est assez exceptionnel ce qui se passe depuis quelques mois, voire 1 an. Et on va voir jusqu'où ils vont aller dans cette direction-là. C'est que soit Instagram intègre du coup de plus en plus cet algorithme de découvrabilité de vidéos à l'intérieur de la plateforme et se transforme complètement comme une plateforme vraiment de divertissement aussi, soit reste dans sa première promesse en intégrant une partie comme ils l'ont fait là avec un onglet Reels d'un côté et avec quand même encore un feed où on voit les photos de nos amis, on voit les photos des gens qu'on suit, des marques qu'on suit, etc. Il me semble qu'ils avaient fait, ces 12 derniers mois, il y avait eu un moment où ils avaient fait un changement sur. Ils ont fait marche arrière. Ils se sont fait allumer. Il y a un an, ils ont fait marche arrière, mais ils ont fait marche arrière aussi. Alors on a souvent dit que c'était parce qu'ils se faisaient allumer par les utilisateurs qui étaient contents, etc. C'est aussi parce qu'ils ont des datas et qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas super bien. C'est-à-dire que déjà, si les utilisateurs n'aiment pas, c'est que il y a des utilisateurs qui n'aiment pas. Mais tu sais, souvent quand tu as des gros changements algorithmiques comme ça, tu as forcément des gens qui sont pas contents du changement et qui vont râler parce que ça change. Mais en fait, dans les chiffres que eux reçoivent de durée d'utilisation, de combien de temps les gens restent sur la plateforme, consomment les contenus, ils se rendent compte que ça fonctionne super bien. Il y a la minorité bruyante et une majorité silencieuse, comme on dit. Et là, pour le coup, je pense que vraiment leur data leur ont montré que c'était pas hyper efficace d'intégrer autant de vidéos à l'intérieur du feed de chaque utilisateur.
Donc, ils ont sorti ça pour le remettre dans un onglet Reels à part. Et dans le feed d'un utilisateur, on mélange de la découvrabilité avec quand même des contenus de vos amis qui reviennent régulièrement. Je rebondis sur un autre sujet. T'en as un petit peu parlé du coup par rapport aux Reels qui vont te permettre de gagner en visibilité alors que des stories vont te permettre de parler à ta communauté. Ouais. C'est quoi quels seraient les conseils que tu peux nous donner pour performer soit en visibilité, soit en engagement? Ça, c'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, quand on parlait de portée organique, je voulais développer quelque chose de plus qui était intéressant et qui peut servir à tout le monde et qui nous est une conviction profonde qu'on a depuis qu'on a monté Supernatif dès le départ. C'est que les réseaux sociaux, en tout cas d'un point de vue organique, existent pour les marques afin de créer du lien avec leurs clients, créer du lien avec leur communauté. Et plus ça va, plus les réseaux vont dans ce sens-là. Et en fait, quand vous voulez faire de la portée organique, nous, on a accompagné des marques qui avaient des portées organiques qui étaient énormes encore il y a 1 an, cette année, mais parce que le lien qui est créé avec leur communauté est énorme et qu'il y a un niveau d'engagement sur leur post de manière organique qui est très fort. Et en fait, il faut bien comprendre que l'engagement et la visibilité, la portée en gros et les interactions, c'est lié. Et notamment en organique. Plus vous avez d'interactions sur des posts, plus ils vont être diffusés de manière organique par la plateforme. Parce que la plateforme, elle, qu'est-ce qu'elle veut dans le fond? C'est avoir une bonne expérience utilisateur. Une bonne expérience utilisateur, exactement. Et de garder le plus longtemps possible ces utilisateurs sur la plateforme. Pourquoi? Pour pouvoir lui placer un maximum de publicité. Si vous restez 1 heure sur Instagram, vous allez avoir tant de publicité sous les yeux pendant cette heure-là. Si vous y restez que 10 minutes, vous en aurez beaucoup moins. Donc eux, c'est un plan business, c'est vraiment ça. C'est plus il reste de temps, plus l'utilisateur reste sur la plateforme, plus Facebook gagne de l'argent. Donc dans les contenus qu'il doit proposer à son utilisateur, il doit lui proposer des contenus qui l'intéressent et comme tu disais, qui est la meilleure expérience possible pour lui. Donc quand vous créez des contenus, il faut que vous travaillez tout le côté interactionnel avec votre communauté, avec vos fans. C'est-à-dire que nous, là où c'est vraiment, on met le point d'orgue le plus important, c'est notamment sur le conversationnel. Et en fait, créer du conversationnel autour de ces posts, c'est-à-dire avoir des commentaires en dessous de ces posts, aller répondre aux commentaires, même enclencher des discussions avec des fans en commentaire, et ça pèse très lourd dans l'algorithme pour justement montrer vos posts au plus grand nombre de personnes. Parce que quand vous avez des discussions comme ça sous une publication, la plateforme se dit ça intéresse à fond mes utilisateurs puisqu'ils vont jusqu'à prendre le temps de commenter le post et d'échanger en dessous. Donc tu vois, c'est là on est vraiment dans le top de l'interaction qu'on peut avoir et ça va influencer du coup la portée organique. D'accord. Et pas que la portée organique parce que puisqu'on est là aussi pour parler un peu de ads, ça va aussi influencer le prix d'achat du publicitaire après quand on va booster un post organique en publicitaire. Plus le post il marche de manière organique, moins il est cher de manière publicitaire. Hey, j'interromps votre épisode de Social Selling pour parler à notre audience canadienne. Si vous cherchez un job en tant que média buyer, c'est possible. J7 Media ouvre de nouveau son recrutement sur le sol nord-américain pour des postes de média buyer ainsi que de directeur de compte en publicité Facebook. Rejoignez une équipe pleine d'ambition, soyez formés aux meilleures pratiques Facebook Ads et devenez un pilier de la croissance pour vos clients. Pour plus d'informations, ça se passe sur l'onglet carrière de J7 Media au j7media.com. Retour à l'épisode. Donc, dans l'idée, c'est plus simplement de poster régulièrement, d'avoir une présence régulière, c'est plutôt de créer de l'engagement et de l'engagement par de la discussion en commentaire. Exactement. Après, quand on veut réfléchir à tirer un peu le fil du côté stratégique pour performer, là, on peut parler de comment on construit une stratégie sur les réseaux sociaux. Nous ici chez Supernatif en général on co-construit avec des marques puisque les marques c'est quand même elles qui savent mieux que nous ce qu'elles ont envie de raconter, qui elles sont, etc. Nous on va les aider à comment on va aller raconter ça après sur les réseaux, mais d'abord il faut définir qui on est, il faut définir la marque qui elle est, il faut définir elle vend quoi cette marque, comment elle le fait, par quel biais elle le vend, comment elle le fabrique, etc. et pourquoi elle le fait. C'est quoi la mission de cette marque en fait? Pourquoi elle fait ça dans la vie? Ça sert à quoi? C'est pourquoi? Et quand on aura défini ça, on va définir à qui ça s'adresse. On va définir ce qu'on appelle des personas. Vous connaissez ça, des cibles marketing, persona marketing. Nous, c'est des personas social media. Donc, on va définir les personas social media de la marque en fonction des plateformes aussi, parce que parfois, il y a des personas qu'on va aller toucher sur Instagram, puis ce sera un autre persona qu'on touchera sur Facebook, et puis encore un autre sur LinkedIn. Et en fait, on va être multiplateforme comme ça.
et on va aller toucher des personas parfois différents en fonction des plateformes. Et à partir de ces personas et des besoins et des motivations de ces personas et de ce qu'a envie de raconter la marque, on va aller définir des idées de contenu. Et à partir de ces idées de contenu, on va construire un calendrier édito. Et comme on pourrait faire presque d'un point de vue journalistique, mais là avec du coup comme contrainte ce dont a besoin les personas, donc clients de la marque, et ce que la marque elle a besoin de raconter, on va croiser ça et on va créer du contenu autour de ça. Et partons sur un exemple concret à la limite ou même une étude de cas. Imaginons je suis un e-commerce, je viens vous voir, je souhaite augmenter ma présence sur les réseaux, Meta, Facebook, Insta, etc. dans l'idée forcément d'augmenter mon activité commerciale. Ouais. Vous, comment vous y prenez alors ? Alors, c'est assez intéressant quand tu dis dans l'idée d'augmenter mon activité commerciale, parce que c'est quoi vos métriques du coup, si on peut tout mettre dans la même question. Justement, on va c'est une question qui est hyper intéressante et qu'il faut mettre à plat. C'est que c'est très compliqué de croiser votre présence social media avec votre business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve par A plus B en suivi, sauf quand vous faites de la conversion et que vous emmenez sur un site marchand et que quelqu'un achète sur votre site, où là, vous pouvez effectivement faire des calculs pour dire, OK, c'est quoi mon taux de conversion, etc., etc. Et là, vous avez vraiment une maîtrise qui vous emmène jusqu'à l'acte d'achat. Mais sinon, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on travaille le haut du funnel de conversion. Parlons du funnel de conversion. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on travaille la notoriété, on travaille la préférence de marque. Mais le passage à l'acte d'achat tout au bout du funnel, il se fait pas encore sur les réseaux sociaux. C'est possible à l'étranger, par exemple en Chine, où ils sont très en avance sur ces choses-là et ils ont des applications comme WeChat qui va ressembler un peu à WhatsApp, mais de manière un peu encore plus développée, où là on peut acheter du service, on peut acheter des biens, on peut acheter tout un tas de choses. WhatsApp est en train de le tester, je crois, en Inde. WhatsApp est en train de monter sur ces choses-là. Elon Musk avec X, c'est exactement ce qu'il veut faire. C'est une super app à la chinoise où du coup on a une partie à l'intérieur réseaux sociaux, messagerie privée, et puis on va avoir aussi toute une partie d'achat de services et de biens. Et Instagram a essayé de le mettre en place avec le groupe Meta, avec les boutiques Instagram, mais on n'a jamais pu encore pour le moment plugger une carte bleue dans Instagram pour pouvoir faire des achats. Parce que aussi dans les tests d'utilisation qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que les résultats en Europe, en tout cas, étaient pas hyper bons et que au final, nous Européens, on n'est pas totalement prêts encore à mettre une carte bleue sur Instagram. Mettre une carte bleue sur Instagram et à acheter. Mais ça voudrait dire typiquement que demain, on aurait une carte bleue sur Instagram, on fait une photo de toi. T'as un polo Lacoste, je peux cliquer sur le polo Lacoste parce qu'il y a le lien pour l'acheter directement de Lacoste et j'achète le polo directement. Ça serait le jour où les réseaux sociaux iront jusqu'au bout du funnel de conversion. On pourra donner des chiffres très précis et clairs sur ça a quel impact sur les ventes d'une boîte, d'une entreprise. Aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Nous, on travaille du branding, on travaille de l'image de marque, on travaille du lien avec des communautés et des futurs clients. Donc, bien sûr qu'on sait que ça a un impact à la fin sur tes chiffres de l'année, mais on ne sait pas exactement combien. Et puis, il y a autre chose, c'est que là, aujourd'hui, on a avancé un peu dans les mentalités sur les réseaux sociaux et la présence des marques sur les réseaux sociaux. Mais moi, il y a encore peu de temps, ici, chez Supernatif, il y a encore 5-6 ans, il fallait convaincre aussi des marques d'être présentes sur les réseaux sociaux. Pour elles, c'était pas quelque chose d'aussi évident d'avoir une page Instagram, une page Facebook, et ils se disaient on peut se faire l'économie de ça. Bah non, on ne peut pas vous faire l'économie de ça. Ça s'appelle la preuve sociale. C'est genre juste le fait d'être présent sur les plateformes, montrer que vous existez et prendre la parole, parce que surtout si vous prenez pas la parole sur les réseaux sociaux vous-même, il y en a d'autres qui le feront pour vous. Et vos clients, eux, ils y sont sur les réseaux sociaux et eux, ils vont parler de votre marque sur les réseaux sociaux. Mais vous en parlerez pas vous-même. Donc, si vous avez sûrement des messages à faire passer, vous devez y être. Donc, ça, c'est pour le lien avec l'activité commerciale. Je trouve ça, c'est intéressant parce que l'organique directement, il y a du lien externe pour pouvoir ramener vers des sites marchands. Et encore, là aussi, j'insiste sur quelque chose d'autre, c'est que les plateformes sociales aujourd'hui, hors Pinterest, ne sont pas faites pour créer du lien externe et emmener vers l'extérieur. C'est-à-dire que Facebook pénalise ça dans son algorithme énormément. Si vous postez un post avec un lien qui va vers l'extérieur, il vous pénalise la visibilité de ce post. Instagram aussi, sauf en story. Il y a une partie, là, le bon conseil qu'on peut vous donner, c'est si vous avez besoin d'emmener sur des liens externes sur Instagram, de toute façon, il n'y a que en story que c'est possible, puisque dans un post fixe, c'est pas possible. Oui. Et en story, il y a un stickers lien qui peut être intéressant à travailler pour emmener des gens vers l'extérieur de la plateforme. Mais ces plateformes sociales-là veulent garder leurs utilisateurs sur la plateforme. Donc, elles n'ont pas spécialement envie d'emmener beaucoup de monde sur d'autres sites à l'extérieur.
Donc, de manière organique, en tout cas, c'est pas fait pour. Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour emmener sur un site marchand et acheter. C'est par contre fait pour parler du why de sa marque, de pourquoi on existe, de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de parler de la qualité de ses produits, de parler de là où on peut trouver ses produits, et puis surtout aujourd'hui encore plus de parler du lifestyle de la marque. Et, lifestyle, c'est un peu un mot fourre-tout, donc je vais aller un peu plus loin. Mais TikTok a changé, ça on a beaucoup parlé dans le Super Daily depuis 2 ans à peu près. TikTok a changé quelque chose dans les réseaux sociaux, c'est l'aspect communautaire. TikTok, dans son algorithme de découvrabilité de vidéos, fonctionne par des verticales de contenu. C'est-à-dire que si vous commencez à consommer du contenu food et à le regarder jusqu'au bout et à interagir avec, votre feed va se remplir de contenu food. Donc vous vous retrouvez dans une bulle algorithmique très communautaire. Ouais. Et en fait, ça a eu un impact sur Instagram, qui fonctionne de plus en plus de la même manière. Et ça veut dire que quand on est une marque et qu'on veut trouver sa place sur les réseaux sociaux et toucher ses clients, il faut qu'on s'intègre dans une communauté. Et encore plus qu'avant, il faut absolument qu'on évite une communication top-down, qui est souvent une communication publicitaire ou un peu publicitaire, comme on peut connaître au sens strict du terme, avec des panneaux publicitaires, avec des spots radio, des spots télé, etc. Donc une communication où il n'y a pas de réponse des personnes qui consomment le contenu publicitaire. Les réseaux sociaux, ça avait déjà rééquilibré les choses puisqu'on se retrouve avec des utilisateurs qui peuvent commenter, qui peuvent répondre à vos contenus, à vos prises de parole de marque. Mais aujourd'hui, avec cet esprit communautaire, il y a l'idée de se dire, est-ce que ma marque, elle fait partie de cette communauté ? Je suis Quechua, qui le fait très bien. Vous pouvez aller suivre Quechua on travaille avec eux, mais Quechua sur TikTok notamment, mais aussi sur d'autres plateformes, le fait super bien dans le côté, on veut que notre marque, elle fasse partie de la communauté des outdoor enthousiastes. Okay. On veut que tous les gens qui vont faire de l'outdoor, qui vont aller se balader en rando, qui vont aller être en pleine nature, etc., sur leurs réseaux sociaux, qui vont suivre des personnes qui sont des KOL, des Key Opinion Leaders de cette communauté-là, et bah, parmi ces personnalités à suivre, donc ces KOL, il doit y avoir Quechua à l'intérieur. Donc nous, dans notre communication, il faut qu'on s'intègre dans cette communauté-là. C'est notre communauté, on doit être présente dedans. Et on doit oublier d'aller parler aux autres. C'est pas grave, on s'en fout. On veut pas parler à 60 millions de Français. Ouais. On veut surtout parler à cette communauté-là, parce que si on est présent dans cette communauté-là, et bah, ça sera automatique pour tous les autres que si j'ai envie d'aller faire de l'outdoor, il y a Quechua à l'intérieur. Tu as mentionné le fait que avoir une communauté qui est active, travailler en organique et avoir de bons résultats là-dessus peut t'aider en termes de publicité. Nous, on l'a vu à certaines reprises. Par exemple, quand on prenait des publicités, on allait retargeter des gens qui nous connaissaient déjà. Donc facilement, ils allaient nous mettre des commentaires positifs à propos de l'expérience qu'ils ont eue. Et ensuite, on utilisait ces publicités pour aller faire de l'acquisition derrière. Donc, on avait ce côté beaucoup de social proof dès le départ avec une nouvelle publicité. Ça, c'est quelque chose qui a fonctionné. Est-ce que chez vous avez déjà accompagné un annonceur qui n'avait peut-être aucune présence organique, qui faisait de la publicité, et au fur et à mesure que vous mettiez en place votre stratégie, lui est venu vous dire « c'est dingue, mes publicités me coûtent moins cher ». J'ai pas de cas extrêmement précis de ça, mais j'ai des cas de marques similaires. D'accord. Et notamment une marque qu'on accompagne historiquement à l'agence qui s'appelle Cochonou. Okay. C'est une marque justement ultra communautaire qu'on bosse depuis. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec cette marque sur les réseaux sociaux et qui a une stratégie très orientée justement vers le communautaire, le conversationnel, l'échange. Si vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux de Cochonou, vous allez voir qu'il y a une communauté folle autour de la marque. Le Tour de France. Exactement, qui est construite notamment parce qu'il y a le Tour de France, il y a les 2 chevaux sur la caravane du Tour de France. C'est un énorme temps fort pour la marque aussi sur les réseaux sociaux parce que du coup, on accompagne la caravane et le Tour de France pendant 3 semaines, on est sur le terrain. Et du coup, il y a un lien particulier, il y a un lien émotionnel. C'est pas juste un acte d'achat. Les gens achètent pas Cochonou juste pour la qualité du saucisson. Ils achètent Cochonou parce que ça représente quelque chose dans leur vie, parce qu'ils le voient sur le Tour de France, parce qu'ils parlent avec Cochonou sur les réseaux sociaux, qu'ils rient avec Cochonou sur les réseaux sociaux, qu'ils échangent. Et cette marque-là, typiquement, elle va avoir des CPM qui vont être extrêmement bas. D'accord. Comparé à d'autres marques dont là par contre je tairais le nom qu'on peut avoir chez nous, qui ont beaucoup moins de conversionnel. Souvent on le voit aussi avec des marques qui rentrent chez nous,
qui rentrent chez nous avec du coup peu de conversationnel, peu d'interactions parce que la stratégie précédente n'était pas forcément basée là-dessus. D'accord. Et souvent, on a trop tendance d'ailleurs à penser, j'ai l'impression que c'est antinomique, qu'on oppose ads et organique, comme si c'était deux choses qui n'étaient pas corrélées, qui s'opposaient l'un à l'autre. Et j'ai l'impression que beaucoup de stratégies, on se dit, on s'en fiche un peu d'une stratégie organique qui va être bien construite, bien ficelée, avec beaucoup d'interactions et tout, parce qu'on va mettre tant de budget ads sur le post, donc de toute façon on va le faire cartonner en portée publicitaire, donc l'organique ça représentera rien à côté, ça sera pas important. Et ben ça c'est cette idée reçue là que j'aimerais bien qu'on essaye de déconstruire dans l'épisode qu'on a là tous les deux depuis le début. C'est plutôt de se dire, si j'ai une bonne stratégie organique, et donc je développe le conversationnel, je développe les interactions avec ma communauté, mon budget ads, il va être réduit, parce qu'en fait, tes coûts ads même. Voilà, c'est ça, c'est tes coûts de ads, pardon, pas ton budget, t'as raison, c'est tes coûts de ads qui vont être réduits, donc pour un budget similaire, tu vas avoir des bien meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce que la plateforme, toujours cette histoire de la meilleure utilisation pour nos utilisateurs, la plateforme, elle va se dire, ce post-là, il a l'air de trop plaire à mes utilisateurs. Donc, je vais pas lui faire payer cher l'espace publicitaire parce que ça va bien s'intégrer à l'intérieur de son feed. Par contre, s'il y a personne qui répond ou qui like ou qui commente ton post et que tu veux le diffuser plus largement, la plateforme, elle se dit, attends, là, apparemment, ton truc, ça intéresse personne et tu veux que je le diffuse à plein d'utilisateurs. Je vais te faire payer cher pour ça parce que je vais dégrader l'utilisation de mes clients, moi. Ça me fait penser à une question. Vas-y. C'est quoi la typologie des clients qui viennent chez Supernatif à se dire j'ai besoin d'organique ou je suis ouvert à l'organique? Est-ce que c'est des gens qui font beaucoup de pubs à côté? Est-ce que c'est des gens qui n'ont rien commencé en termes de marketing? Juste de voir c'est dans quel cycle. On a beaucoup de marques nationaux ici, donc qui ont déjà qui bossaient déjà en agence avant d'arriver chez nous, qui ont déjà une présence social média, qui ont déjà des agences de ads qui les accompagnent. Nous, on a l'habitude de travailler. Nous, les ads, c'est pas notre cœur de métier. On en fait un petit peu parce que pour certaines marques, on est obligé d'en faire. C'est-à-dire qu'ils viennent chez nous en nous disant, nous, on vous donne le contrat de la stratégie social média, mais dedans, il y a un budget ads et ce budget ads, on veut pas le mettre dans une agence de ads à côté. On veut que ce soit vous qui le gériez parce que c'est vous qui faites notre strat. Donc, on dit bon, ok, si on doit le prendre, on le prend. Mais c'est pas notre cœur de métier. Okay. Et on essaie de le faire du mieux possible. On a des spécialistes ici qui gèrent ça très bien, mais c'est pas notre cœur de métier du tout. Nous, notre cœur de métier, c'est le branding. C'est plutôt parler de la marque, créer ce lien émotionnel dont je parlais avec une communauté. Par contre, on va travailler main dans la main, du coup, avec beaucoup d'agences qui font que du publicitaire pour les marques pour lesquelles on bosse. D'accord. Qui vont faire d'ailleurs en publicitaire de l'acquise, qui vont faire juste du boost de posts organiques quand nous on poste, donc qui vont travailler avec nous sur les calendriers édito pour voir quand les posts sortent, pour voir quels sont les objectifs. Souvent on les définit avec eux. Même parfois, voilà, quand il y a une agence de ads qui travaille main dans la main avec nous, on va définir avec elle, ce poste-là, on aimerait qu'il soit en objectif d'interaction, ce poste-là, on aimerait qu'il soit en objectif de visibilité, conversion, etc. Donc, c'est principalement des annonceurs qui arrivent avec déjà une présence en ligne, que ce soit payante ou organique. Et est-ce que vous avez déjà accompagné justement des gens, c'était leur premier levier marketing? Ils faisaient rien, ils n'étaient entre guillemets personne sur les réseaux, ils faisaient pas de pub, ils se sont dit moi je préfère miser sur l'organique, comme on pourrait dire je vais tout miser mon temps sur le SEO. Ouais. En fait, on avait des marques qui utilisaient que de l'organique. Des petites marques en général. Les grosses marques ont toujours un budget publicitaire parce qu'ils ont des enjeux de visibilité qui sont énormes et pour eux, et ils achètent de l'espace publicitaire. Pour eux, in fine, tout à la fin, ils vont regarder le social media, c'est combien de visibilité, la télé, notre campagne télé, c'est combien de visibilité, notre campagne radio, etc. Ils vont tout comparer, ils vont voir où vont leurs budgets, ils vont redispatcher pour l'année suivante. Donc les grosses marques nationaux, en vrai, tout en haut, c'est comme ça qu'elles analysent les résultats et qu'elles travaillent. Elles sont partout. Donc, voilà. Après, elles vérifient que les messages qu'elles veulent diffuser soient bien passés, etc. Mais c'est normal, elles sont partout. Par contre, des plus petites marques qu'on a pu accompagner, qui sont plus locales, etc., n'ont pas forcément assez de budget pour avoir du budget ads. Donc eux, ils se disent, moi, j'ai besoin pour la preuve sociale, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'être présent sur mes réseaux. J'ai besoin que mes clients qui viennent chez moi tous les jours, ils puissent venir consulter des informations, en tout cas sur Instagram, qu'ils puissent
puissent me trouver. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils cherchent quelque chose, ils le cherchent sur les plateformes sociales, autant que sur Google. YouTube ou Exactement. Tu quittes Google. Bah oui, tu vas sur Instagram tu cherches un resto à Lyon, t'es en train de te balader, tu tapes le nom du resto sur Instagram pour voir où il est, pour voir des photos, pour tout ça. Donc même un petit commerçant de quartier, aujourd'hui, il faut qu'il ait sa page Instagram. Il n'a pas forcément le budget pour faire du publicitaire et aller chercher plus de notoriété ou booster ses interactions ou même faire de la conversion. Mais par contre, il a une présence social media. Du coup, pour répondre à ta question, je pense que tu as des marques qui n'ont pas assez de budget pour aller faire du ads à côté. Ça peut être quand même onéreux. Mais ils vont développer juste un budget pour avoir une présence social media plus régulière, plus stratégique que s'ils le faisaient eux-mêmes avec des agences comme nous qui sont plus professionnelles, quoi. Ok. Et en termes de temps, ça prend combien de temps une stratégie à mettre en place, à montrer des résultats? D'ailleurs, si tu peux nous partager un peu les KPI que vous utilisez constamment. Ouais. Tu peux y aller bingo marketing, on y va les CPC et tout. Là, nous sur l'organique, ce qu'on va regarder principalement, ça va être la portée et l'engagement. Okay. Qui va nous permettre de faire un taux d'engagement sur portée. D'accord. C'est vraiment les 2 KPI parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, ça va être les 2 KPI de notre funnel de conversion. C'est-à-dire que la portée, ça va représenter notre visibilité. Vous pouvez prendre derrière la portée ou les impressions. Les impressions, c'est un peu plus, ça permet d'avoir un chiffre plus global. Ouais. Quand la portée, ça va nous permettre de savoir combien de personnes on touche sur chaque poste. Donc voilà, c'est 2 lectures différentes, mais qui représentent toutes les 2 le haut du funnel de conversion et la notoriété. Et puis en dessous, on va regarder l'engagement qui représente plutôt la préférence de marque. Quand on crée du lien avec des clients, ils s'engagent sur nos posts et ils vont préférer venir chez Supernatif. Là, je parle de l'agence par exemple. Si ils interagissent avec nous sur nos réseaux toute l'année, le jour où ils ont besoin d'une agence social média, il y a peut-être un peu plus de chances qu'ils viennent chez nous ou plutôt que chez une autre agence avec qui ils interagissent pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont un lien particulier avec nous qu'ils ont déjà créé en fait. Ok. Et en termes de durée? Alors là, ça dépend d'où on part. Je pense qu'en fonction, ça dépend de la strate d'avant. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu as quelque chose de générique à me préparer. Voilà, il y a quelque chose de très efficace tout de suite sur les réseaux sociaux, c'est la régularité. Et ça, c'est mon premier conseil pour tout le monde. C'est soyez régulier sur les réseaux sociaux si vous voulez des performances. C'est-à-dire que si vous sortez vos 3 posts, on va dire, allez, je vous donne à peu près ce qui se fait de mieux sur Instagram en grosse ligne, parce qu'après, il faut regarder pour chaque marque. Parfois, il y a des comptes, c'est mieux de poster plus. Parfois, c'est mieux de poster un peu moins, etc. Mais grosso modo, si vous faites vos 3-4 posts, 4 posts par semaine sur Instagram, que vous avez votre story quotidienne ou une story tous les 2 jours, si vous voulez pas être trop intensif, vous allez tout de suite voir des résultats qui sont juste algorithmiques, même si ce que vous racontez, c'est exactement la même chose, avec des contenus qui sont exactement les mêmes. Mais le fait de publier plus, vous allez forcément toucher plus de monde, vous allez forcément créer plus d'interactions, vous allez être plus actif. Ensuite, pour avoir des résultats sur une nouvelle stratégie complète, pour moi, il faut quand même attendre un peu de long terme. C'est-à-dire que nous, on a des bilans qui sont trimestriels en général. Okay. Et en fait, il n'y a que quand tu as vraiment fait... Alors, au milieu de cette année, tu vas venir corriger des petites choses. Tu vas voir qu'il y a un post qui fonctionne, une typologie de post qui fonctionne un peu moins bien, que tu vas changer. Il y a une nouveauté sur l'algorithme où du coup, tu sais qu'il y a une typologie de post qui fonctionne moins, que tu vas changer. Donc, tu vas amener comme ça au cours d'année des petites améliorations, des points de proposition d'amélioration aux marques et aux annonceurs. Mais c'est vraiment au bout de 9 mois, 1 an que là, tu analyses l'évolution en 1 an et tu te rends compte de ce qui a été fait, quoi, de si ça a fonctionné, si cette stratégie globale elle a fonctionné vraiment ou pas. D'accord, ok. Donc, c'est pas du one shot, quoi. Clairement, c'est pas du one shot, mais comme on pourrait le voir avec le SEO, finalement, c'est un peu le SEO des réseaux sociaux. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de campagne organique, comme on parle un peu de campagne publicitaire. Nous, c'est vrai qu'on réfléchit rarement en campagne. On a des activations à l'intérieur de l'année qui vont venir intensifier la prise de parole de marque autour de temps forts pour la marque, comme de l'événement, comme de la sortie de produits, comme des choses comme ça. Mais par contre, on va avoir une prise de parole qui est quasi quotidienne toute l'année. En fait, les réseaux sociaux, vous devenez le meilleur ami de vos clients. Vous devez leur parler plusieurs fois dans la semaine. Il n'y a pas c'est très rare les marques qui arrivent à fonctionner, à avoir des résultats en fonctionnant que par campagne très courte. Ou alors, il faut enchaîner les campagnes tout le temps. Mais vous pouvez pas prendre la parole 1 mois intensivement, plus vous pointez pendant 2 mois et demi, reprendre la parole 1 mois intensivement. Et ça fonctionnera beaucoup mieux si vous êtes régulier toute l'année, quoi. Tu crées du momentum. Avant de passer à la veille, qui va être un peu notre dernière thématique, en publicité, on a vu l'explosion du UGC, c'est les User Generated Content. En organique aussi. Ok, ouais, voilà. Du coup, j'allais te poser la question finalement, et puis ça a un rapport un peu avec la veille, mais
je suis un e-commerce, c'est quoi la différence il y a peut-être 2 ans de contenu posté sur Instagram, par exemple, à maintenant? Ça va dépendre des marques qu'on accompagne là-dessus. Bien sûr, et justement de ce que je te disais tout à l'heure, du lien avec ta communauté. C'est-à-dire que plus tu as une marque qui a du lien avec sa communauté, plus la communauté, elle va poster de la photo avec des produits de cette marque que tu vas pouvoir réutiliser en UGC. Je te reprends l'exemple de Cochonou. Et c'est mythique presque ce qui se passe autour du Bob Cochonou, ce fameux Bob. autour du Tour de France, etc. Ce Bob qui était à une époque, il y a une boutique Cochonou, elle était achetable sur la boutique. Je crois que maintenant elle est plus en ligne, mais il y a un moment donné, on pouvait juste acheter le Bob Cochonou comme ça, quoi. C'était pas non plus si difficile d'avoir un Bob Cochonou, mais tu vois, il y a un lien émotionnel, il y a quelque chose de différent avec ça. Et le nombre de photos qu'on reçoit sur le compte Instagram de Cochonou avec des jeunes de 13 à 60 ans qui envoient des photos d'eux en vacances, au boulot, dans leur bagnole, chez eux, dans leur jardin, avec le Bob Cochonou sur la tête, t'imagines pas la quantité d'UGC qu'on récolte. Ouais. Mais c'est parce que c'est une marque qui est ultra communautaire, qui est bossée dans ce sens-là depuis longtemps. Si t'es une marque qui vient sur les réseaux et qui parle à personne, quand quelqu'un te met un commentaire, tu réponds pas. Quand quelqu'un t'envoie un DM, tu réponds pas. Quand tu viens juste balancer tes infos avec une communication top-down, tu vas pas récolter beaucoup d'UGC positif, à mon avis. Hein. Ça réduit drastiquement l'envie des gens de se montrer avec ton produit. Et t'en as parlé, là, si je fais une petite synthèse de tout ce que t'as dit par rapport à ça, c'est si t'as du succès en organique, normalement, ça devrait avoir des impacts positifs sur ta publicité, sur tes coûts publicitaires. Le meilleur engagement qu'on peut se souhaiter à l'heure actuelle, c'est de créer des commentaires et tu viens répondre à ces commentaires et tu crées des discussions directement parce que forcément, ça pèse plus lourd qu'un simple partage ou un simple like. Quand tu te lances dans l'organique, c'est au minimum, je dirais, du coup, un trimestre, voire 9-12 mois pour vous, parce que vous, c'est des activations, on va travailler tout au long de l'année, on va trouver des moments forts dans lesquels faut qu'on émerge plus que d'habitude. Exactement. Avant de passer justement à la dernière thématique, j'ai plein de questions. T'inquiète, on a le temps. Ça serait encore un peu une mise en condition. Je suis un e-commerce, je veux me lancer dans l'organique sur Instagram. C'est quoi, selon toi, le minimum vital pour exister proprement sur Instagram, en plus du fait d'être en organique. Ouais, en organique. Pour moi, alors, il y a 2 choses. Le minimum vital, c'est de se dire, mon profil Instagram, c'est ma nouvelle homepage. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont chercher ma marque, il y a de fortes chances qu'ils la cherchent sur Instagram, qu'ils cliquent sur mon profil et qu'ils tombent sur mon profil Insta. Donc déjà, il faut que je bosse un profil Insta hyper clean. C'est-à-dire que je vais travailler une jolie bio, je vais travailler des highlight stories pour vraiment que sur mes highlight stories, en un coup d'œil, on ait compris, tu vois, entre ma bio, ma highlight story et les quelques premiers posts qui s'affichent, tu sais, on peut épingler 3 posts en haut de sa grille Instagram. En gros, quand j'ai vu tout ça, l'utilisateur lambda qui m'a cherché et qui tombe sur moi comme ça, il sait ce que je fais, il sait ce que je propose, il sait pourquoi je le fais. Il a eu les informations un peu de base, tu vois. C'est ton site internet. C'est ta homepage de site internet, c'est ça. Donc déjà, le minimum vital pour moi, c'est de bosser ça proprement. C'est-à-dire que même si t'as pas les moyens de poster régulièrement, déjà, t'es obligé d'avoir cette homepage bien jolie, bien carrée, pour que le mec qui tombe dessus, il comprenne ce qu'il cherche, il trouve ce qu'il cherche rapidement et il comprenne ce que tu fais. Et puis pourquoi pas, il s'abonne parce qu'il voit que t'as une jolie page, tu vois. Et puis après, le minimum vital, je dirais, c'est ce qu'on va faire par exemple avec des toutes petites marques qui viennent chez nous, qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, mais qui ont un joli projet, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie d'accompagner. Je dirais que le minimum vital, c'est aller 4 à 6 posts par mois. Donc ça veut dire 1 post à 2 posts par semaine. Et dans ce cas-là, essayer d'avoir une prise de parole en story un peu plus régulière, en se disant, bah voilà, grosso modo, même pour aller dans le sens du coup des ads par exemple, je vais même dire, je privilégierais le fait d'avoir que 4 posts par mois, mais de se dire sur mes 4 posts par mois, il y en a 2, je vais mettre un peu de budget publicitaire pour les booster. Et c'est 2 messages que je veux faire passer à du monde de manière plus large. J'allais chercher la notoriété avec ces messages-là. Donc je vais faire 2 posts qui vont être beaucoup plus communautaires, où je vais essayer de parler à ma base fan, et puis je vais faire 2 posts où je vais essayer d'aller parler à du monde plus large. Et puis par contre, à côté de ces 4 posts dans le mois, je vais me faire une petite stratégie de story, pas trop coûteuse, assez facile à mettre en place, mais interactive aussi avec ma communauté, de 3 à 4 stories par semaine. Comme ça, j'alterne entre les sorties de mes posts et mes sorties de story dans les jours de la semaine. Et j'ai une prise de parole, au final, qui est quasi quotidienne, avec un effort qui est quand même minime. Puisque à 4 posts par mois et on va dire 3 stories par semaine, ça fait 12 stories dans le mois. Et ben au final, tu as quasiment pris la parole tous les jours dans le mois
mais à un coût minimum, quoi. D'accord. Ça, pour moi, c'est un peu le minimum vital pour exister. Comme ça, c'est dit. Comme ça, vous le savez. On arrive à la dernière thématique. J'aimerais qu'on passe à la veille. On a parlé d'algorithmes, on a parlé d'études de cas, etc. Comment tu fais une bonne veille sur ce qui se passe sur Facebook et Insta? Ça va être très court. Et allez écouter le Super Daily, tout simplement. C'est vrai. Allez écouter le podcast, le Super Daily, tout simplement, parce que c'est ce qu'on fait. Après, nous, pour construire l'édito du Super Daily, pour être à l'affût des dernières tendances, de toutes ces choses-là, j'ai envie de dire, c'est surtout un travail collectif. Alors, il y a Thibaut en chef édito, je dirais, qui pose les bases de ce calendrier éditorial. Il y a Camille et moi qui venons l'agrémenter de nos lectures, de ce qu'on a pu voir popper sur les réseaux, de contenu qu'on a vu, de stratégies de marque qu'on a trouvé cool, etc. Mais encore plus, je dirais, on est à l'écoute du collectif de chez Supernatif. On est 40 aujourd'hui chez Supernatif. Okay. Il y a beaucoup de jeunes. Et c'est la jeunesse qui fait le monde. C'est pas nous, presque, on est trop vieux déjà. Et en fait, là, je dis pas ça pour toi. Je sais pas quel âge t'as. Mais moi, j'ai que 34 ans. Mais forcément, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, il est beaucoup plus connecté au monde d'aujourd'hui que moi quand on est 34, et connecté aux tendances qui arrivent sur les réseaux sociaux. Et les tendances, elles naissent de cette jeunesse. Ouais. Donc, avoir, par exemple, chez Supernatif, autant de jeunes qui sont community managers, qui sont social media managers, qui sont graphistes, qui sont vidéastes, etc., et qui consomment tous les jours du contenu sur leurs réseaux sociaux, et en fait, c'est en échangeant avec eux qu'on reste connecté à quelles sont les nouvelles tendances qui sont en train de naître, etc. D'accord. Pas d'autres médias de style presse, etc. Après, il y a tous les classiques que j'ai pas répétés parce que je pense que tes auditeurs les connaissent déjà, mais tout ce qui est bureau du modérateur, journal du CM, Presse Citron, c'est tout, un peu tous les sites classiques, Siècle Digital, Le Monde a une bonne page aussi autour des réseaux sociaux. J'en oublie sûrement, mais il y en a plein des médias comme ça classiques que vous pouvez aller lire, qui ont des articles régulièrement et qui ont qui vous permettent d'agrémenter votre veille. Vous avez le Super Daily qui vous permet d'avoir ça en 20 minutes compacté tous les matins. Vous avez notamment l'épisode du lundi, si vous avez vraiment pas le temps, qui résume 4-5 news de la semaine en 20 minutes. Donc ça vous permet juste d'avoir les petites infos. Après, dans les autres épisodes de la semaine, on développe des sujets un peu plus profonds, même si ça dure que 20-25 minutes. C'est un sujet qu'on va développer pendant 20 minutes. Mais voilà, entre ces médias-là, plus le Super Daily, vous avez un ensemble de ce qui se fait en France sur le social media. Après, nous, à titre perso ici chez Supernatif, je trouve que l'apport du collectif, il est extrêmement important pour pouvoir rester connecté aux tendances de ce qui se passe en social media. Et dernière question, comment est-ce que tu décèles une tendance naissante que tu peux répliquer sur le compte d'un de tes clients, que ce soit en termes de contenu, en termes de stratégie? Alors ça, c'est quelque chose qui bouleverse un peu nos métiers. Parce que, premièrement, pour la déceler, comme je viens de le dire, je pense que le meilleur moyen de le déceler, c'est le collectif. C'est-à-dire que on est 40 ici à consommer du contenu sur les réseaux sociaux et on va se montrer des choses, on va se partager des choses qu'on voit, qu'on trouve trop cool, qui marchent bien chez d'autres marques, chez des créateurs de contenu, etc., etc. Donc en fait, en se partageant tout ça, on se partage une connaissance. Ouais. Voilà, c'est le regroupement de toutes nos connaissances qui font qu'on se dit ça marcherait trop bien avec tel client, ça marcherait trop bien avec tel client. Puis une fois qu'on le fait avec un client, on se dit en fait, ça, pour tel autre client c'est complètement duplicable. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que, notamment depuis l'avènement de TikTok et des tendances sur TikTok ou sur les Reels Insta qui permettent vraiment de ressortir dans l'algorithme de découvrabilité de vidéos de ces deux plateformes, c'est des tendances qui sont très courtes. Donc ça change nos métiers. Parce que nous, on travaillait sur des calendriers édito mensuels où, avec nos marques, on essaye pour être dans un souci de gain de temps et de budget aussi chez eux et pour faire le mieux possible notre travail, on travaille mensuellement d'un mois sur l'autre comme beaucoup d'agences le font, de Free, etc. Bref, c'est une orga quoi, et les tendances elles viennent mettre un peu à mal cette prise d'avance dans le temps parce que il faut être à l'affût. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance qui sort et il faut se dire il faut qu'on arrive à le tourner dans la semaine et à le sortir avant la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Si on le sort dans 3 semaines, on risque d'arriver un peu tard sur la tendance. Bien sûr. Okay. Donc par exemple ça, les tendances en vidéo sont très dures à suivre et très dures à appliquer à une marque parce qu'il faut aussi qu'une marque soit pas trop frileuse pour pouvoir monter comme ça sur des tendances qui sortent d'un coup quoi. Mais du coup, est-ce que vous avez créé des tendances?
Créer des tendances, je dirais pas jusque là. Franchement, on va pas non plus se jeter des lauriers qu'on n'a pas. Je pense que c'est les créateurs de contenu qui créent des tendances et c'est surtout les utilisateurs qui créent des tendances. Parce qu'en fait, c'est nous qui, en consommant des choses sur les réseaux sociaux, qui les faisons, ces réseaux sociaux. Faut pas l'oublier, ça. Hein. C'est-à-dire que même dans la manière dont ils fonctionnent, c'est parce que nous, on les utilise de cette manière-là que les plateformes, elles s'adaptent et elles changent des choses à l'intérieur. Si personne ne consomme une typologie de contenu, cette typologie de contenu, elle va finir par mourir et la plateforme va stopper cette fonctionnalité. Si cette fonctionnalité elle est extrêmement utilisée, la plateforme va continuer à la mettre en avant. Donc c'est nous, en tant qu'utilisateurs, qui faisons les tendances, qui faisons les algorithmes, qui faisons tout ça. Faut pas l'oublier. Bon, parfait. Écoute, Adjan, on a beaucoup donné de conseils. Non, je venais pour ça. Donc c'est parfait. Est-ce que on va terminer l'épisode? Est-ce que tu as des derniers conseils, quelque chose à transmettre? Non, la seule chose que j'avais envie aussi de transmettre aujourd'hui, c'est de dire que il faut pas opposer l'organique et le ads, puisque là on est quand même sur un podcast où on parle beaucoup de publicitaires et de ads, Google, mais aussi social media. Faut pas opposer les deux. Et les deux sont compatibles et corrélés même directement. Et du coup, il faut plutôt travailler les deux main dans la main pour avoir une bonne stratégie globale, plutôt que de se dire en fait, le budget que je prends en organique, c'est du budget qui m'échappe en ads, ou le budget qui part en ads, c'est du budget qui m'échappe en organique. Non, les deux doivent marcher ensemble. Une très bonne stratégie organique, s'il y a du ads en plus par-dessus, c'est encore mieux, ça fonctionne encore mieux. Et une très bonne stratégie de ads, s'il y a un organique derrière qui est fort et qui fait tourner le moteur, tes ads, ils vont être encore plus puissants. Donc vraiment, ça c'est pour moi l'élément à retenir, c'est ça, c'est faites correspondre vos stratégies organiques et ads ensemble. Parfait. Écoute, Adjan, merci d'avoir été avec nous avec sur Social plaisir. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une petite note sur Apple Podcast, Spotify, à venir nous en parler, à venir échanger. J'adore échanger avec les auditeurs justement sur les prochains épisodes qui pourraient sortir. Trop cool. Et créer des conversations. Ça c'est bien. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Trop bien. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Merci. Ciao. Social Selling. Social Selling.